L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se rassembler pour assister à des performances artistiques atypiques, boire une petite liqueur au musée dauphinois et enchaîner avec un festival électro. Et pour parler de ces sujets, je reçois Olivier Cogne, le directeur du musée dauphinois. Bonjour Olivier. Bonjour. À côté de vous, Robin Direur du Périscope. Bonjour. Bonjour. Périscope, c'est une société grenobloise qui organise et programme des festivals de musique. Chantal Spielmaker, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition L'ivresse des sommets, dont on parlera tout à l'heure, et qui se déroule en ce moment au musée dauphinois. Et puis, dernier invité de cette émission, Johan Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Johan, chorégraphe, danseur, co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble. On va parler avec vous du GR5. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs de randonnée, mais pour les randonneurs, le GR5, c'est la Rolls des chemins de randonnée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un itinéraire qui va de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, 2600 km. C'est assez long à parcourir, mais c'est aussi le nom de l'événement que vous organisez ce week-end. On ne va pas parler de marche, mais plutôt de danse. On pourrait aussi parler de marche parce qu'il y a une proposition qui est une proposition de randonnée un peu atypique dans la Chartreuse. Ouais, c'est ça, avec Catherine Contour. Bon, ça ne passera pas par le GR5, mais GR, c'est c'est les initiales de Grand Rassemblement, ouais. 5e édition. Un événement atypique, difficile à raccrocher à des standards qu'on peut connaître dans le monde du spectacle. Bah oui, l'idée c'était en effet de déjouer un petit peu les catégories disciplinaires auxquelles on est souvent asservi dans le spectacle et de proposer une manifestation culturelle qui permet de rencontrer l'art autrement, dans des temporalités très différentes. La randonnée un peu avec la chorégraphe Catherine Contour commence à 6h du matin. Il y a des propositions qui vont jusqu'à minuit avec du cinéma de plein air. On peut voir des performances d'art contemporain très pointues et en même temps participer à des massages, à des ateliers participatifs pour enfants. En gros, mettre en relation des choses qui ne semblaient pas pouvoir se rencontrer. Alors vous choisissez aussi de faire ça dans des lieux où habituellement l'art n'a pas le droit de citer, en tout cas n'a pas l'habitude de citer, et notamment dans le cœur historique de Grenoble. Alors oui, c'est en effet une des spécificités de ces grands rassemblements, c'est qu'ils investissent des sites de la métropole grenobloise, disons, et ils les investissent en cherchant à les poétiser par des propositions artistiques qui rentrent véritablement en relation avec le site. Alors, le précédent, je crois, avait eu lieu dans le quartier de la Bifurque, à côté de la MC2. Ouais. Celui-ci, donc, ce sera, quand je disais le cœur historique, c'est la place Saint-André, à côté de l'ancien... Saint-André, Jardin de Ville, oui, tout à fait. Ancien palais de justice. Par rapport aux performances qui seront proposées, vous parliez de poésie, de croiser un peu les univers. Il y aura un recordman du monde de Heinlein, Nathan Paulin, qui, hasard des programmations, était sur ce plateau la semaine dernière pour nous parler d'autre chose. Là, on le voit lors d'une performance à Paris, en milieu urbain également, traversée Tour Eiffel, Trocadéro. Voilà, ouais, c'est donc de la slackline à grande hauteur. Et c'est aussi ce genre de proposition qu'on peut voir au grand rassemblement. Cette fois, il traversera la place Saint-André samedi, en fin d'après-midi et en début de soirée. Voilà. 15h30, 21h30, Nathan Paulin. Voilà. C'est un as. Hein. Il est capable de marcher plus d'1,5 km. C'est son record du monde sur une sangle comme ça, tendue entre deux points. Et même si c'est un exploit sportif, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de poésie dans cette discipline. Très esthétique. Ouais, surtout quand on la met dans des endroits où c'est magnifique tout d'un coup au sein d'un environnement urbain où les gens ont l'habitude d'observer d'autres hommes comme ça. Tout est à échelle humaine, tout d'un coup de lever les yeux au ciel et puis de changer d'échelle en fait. C'est ce que permet Nathan. Alors après le ciel, le collectif Petit Travers lui proposera derrière la performance de Nathan quelque chose...
va dire, plus habituel, le jonglage, mais ils le manient à leur sauce. Ouais, alors pour moi, c'est vraiment les artistes jongleurs les plus intéressants en France, voire au monde. C'est des gens qui sont pas très loin, qui sont lyonnais et qui ont trouvé un point de croisement assez original entre le jonglage et la musique. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils déploient un répertoire assez impressionnant. Et là, Place Saint-André, ils présenteront 4 extraits de spectacles. C'est samedi à 16h30. Le jonglage, ça vous connaît? Vous aussi, vous avez fait des spectacles autour de cet art du cirque. Bah oui, puisque je viens du cirque. Oui, j'ai commencé par le jonglage, un peu la voltige aussi. Ouais, c'est quelque chose que je connais très bien. Alors, il y aura d'ailleurs une autre artiste qui évolue entre la danse et les arts du cirque, qui sera en spectacle samedi soir, à côté de la place Saint-André, au théâtre municipal. C'est Mélissa Fonfepi pour un spectacle qui s'appelle Noir M1 et qui est elle aussi une artiste qui a un bon background, qui vient du trapèze et qui s'est émancipée elle aussi de sa discipline. Là, dans ce spectacle, c'est comme si la Grès devenait le théâtre lui-même, la cage de scène. On peut voir sur les images, elle se balance comme ça sur une perche. Au fond, tous ces accessoires sont les accessoires du théâtre lui-même. Et elle poétise ce que le théâtre a en propre, en quelque sorte. C'est comme si le théâtre n'était pas le réceptacle d'un univers extérieur, mais devient lui-même la poésie, quoi. Elle ne pose pas le pied par terre, en tout cas, dans toute la représentation. Ce sera samedi soir au théâtre municipal. On peut faire comme ça son marché, mais aller picorer tout au long de ces 2 jours différentes propositions artistiques. Vous serez aussi à la manœuvre, Johan, vous donnez des spectacles un petit peu partout en France et même dans le monde. Mais là, pour l'occasion, vous marierez votre art et les nouvelles technologies. Oui, je propose une version de ma fugue trampoline, donc une des premières pièces que j'avais faites, avec un trampoline, un escalier. À la base, je l'avais faite pour aller jouer partout. Et un jour, on m'a proposé d'imaginer une version filmique, même en réalité virtuelle, où le spectateur pourrait lui-même être à ma place. Donc c'est assez formidable parce que ça devient encore plus léger qu'un simple escalier. Et ça permet aux spectateurs de ressentir vraiment le vertige de cette danse. Alors, le public sera à votre place grâce à ces casques de réalité virtuelle. Il ne sera pas sur le trampoline. Non, mais il vit aussi une expérience physique. On appelle ça de la réalité mixte. C'est ce qui met en relation la réalité virtuelle et puis une expérience physique. Il est conduit par 2 danseurs. Donc c'est par groupe de 10 spectateurs. Et voilà, ça dure une dizaine de minutes. Il y a plusieurs séances tout au long de la journée de dimanche à la Maison de l'International. Donc ça donne dans le jardin de ville à Grenoble. Oui, exactement. Vous parliez de picorer entre différentes propositions. Je pense que le sens de ces GR, c'est aussi le déplacement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ça GR en faisant un clin d'œil au sentier de grande randonnée. Des déplacements entre des propositions artistiques qui sont très éloignées les unes des autres. Et voilà. Mais qui sont proches géographiquement, puisque vous rassemblez ça dans un espace urbain, pour le coup, assez confiné. Il faudra faire quelques mètres pour passer de la réalité virtuelle au spectacle de clôture de 5e Grand Rassemblement. Un spectacle de clôture signé Nadia Begré, c'est une chorégraphe ivoirienne qui, depuis plusieurs semaines, fait une collecte de bouteilles en plastique dans l'agglomération pour les fans de son spectacle. Oui, c'est ça. Ouais. Sa scénographie est constituée de bouteilles en plastique. Oui, c'est aussi ça l'identité des grands rassemblements, parce que pour pouvoir s'émerveiller à nouveau d'ici, je crois qu'il est parfois intéressant de faire appel à des gens d'ailleurs. Nadia est une chorégraphe ivoirienne. Elle porte en elle la complexité et la violence de ce pays. Et dans une danse très engagée, elle nous parle de ses engagements très intimes. Voilà, c'est un spectacle assez politique.
Il clôturera ce grand rassemblement. 1500 bouteilles ont été collectées. Ouais, c'était un petit défi en soi. Aussi, je pourrais dire que le sens de ce grand rassemblement, c'est la modalité même de sa mise en œuvre, parce que c'est une manifestation qui met vraiment à l'honneur, et je crois que ça transpire à travers les propositions, la dimension partenariale. C'est une chose qu'on a initiée avec le CCN lorsqu'on est arrivé, Rachid et moi, il y a maintenant presque 4 ans. Mais c'est une manifestation qui se fait en partenariat avec le CDC, le Pacifique, avec le magasin des Horizons, cette fois avec la Cinémathèque de Grenoble, avec l'école du Jardin de Ville. Moi, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai tout de suite senti dans cette ville qu'il y avait énormément un foisonnement de propositions culturelles, mais finalement, je sentais que ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de fédérer les énergies de cette ville, qui est quand même très très bien dotée. Donc voilà, c'est aussi ça le grand rassemblement. On peut retrouver le programme complet de ces 2 jours sur le site internet du Centre national, Centre chorégraphique national, je ne dis jamais dans le bon sens. Vous parliez de Rachid, c'est Rachid Ouramdam, qui est le co-directeur avec vous de cette, du CCN2. De cette structure. CCN2, voilà. Deuxième version. La première, c'était celle de Jean-Claude Galota, qui a été le directeur pendant de très longues années. Les conditions météo, ça forcément, j'imagine qu'on l'a en tête quand on organise un événement en plein air et qu'on voit ce qui se passe en ce moment. Ah bah là, je l'ai d'autant plus en tête que je viens du festival Les Nuits de Fourvière où je présentais le Requiem de Mozart. Et hier, malheureusement, ça a été annulé. Donc, on croise les doigts. Ouais. On espère que la météo grenobloise sera plus clémente que la météo lyonnaise, parce que le week-end, il est très culturel à Grenoble, avec un nouveau festival de musique qui va se dérouler au musée dauphinois. Olivier Cogne, on peut rappeler que le musée dauphinois, qui est installé sur les hauteurs de Grenoble, date du XVIIe siècle, et c'était un ancien couvent à l'origine. C'est un ancien couvent à l'origine qui marque un anniversaire cette année, la pose de la première pierre qui date de 1619. Donc c'est un couvent qui a 400 ans d'existence, qui appartenait à l'ordre de la Visitation, fondé par François de Sales, et qui donc depuis 50 ans, plus de 50 ans, est le musée dauphinois. Alors on le voit là en image, un endroit marqué par son histoire religieuse. Quand on imagine écouter de la musique au musée dauphinois, on pense plus à du classique qu'à du rock'n'roll. Ce week-end, ce sera ni l'un ni l'autre. C'est vrai que depuis longtemps, la musique classique est à l'honneur, la musique baroque, dans la chapelle dite baroque, qui est absolument admirable par ses peintures, qui est le lieu intérieur le plus emblématique de cet endroit. Et pour autant, il y a maintenant plusieurs décennies que des concerts sont organisés avec un répertoire musical très éclectique. Le rock'n'roll a été à l'honneur, l'électro était déjà à l'honneur, et il est particulièrement à l'honneur ce week-end, dans le cadre de ce festival. C'est vrai que vous avez déjà accueilli, on va dire, des événements festifs. Ça, on les verra tout à l'heure, ces images-là. Le festival dont parle Olivier Robin, c'est le premier du genre à Grenoble. Intégrer ça dans un... Alors ça, on voit les... bon, on a un peu mis ça dans le mauvais ordre. Ça, ce sont les images du musée dauphinois en version rock'n'roll dont vous parliez, Olivier. C'était notamment le festival interuniversitaire qui vient de temps en temps chez vous. Organiser un festival de musique électro dans un ancien couvent, à quelques mètres d'une chapelle, c'est pas banal, Robin? Non, et c'est tout l'intérêt aussi. C'est à la base, justement, bon, ça se passera pas dans la chapelle, mais à la base, il y a eu des contacts entre le Périscope et Olivier Cogne pour essayer de faire des concerts déjà à l'époque dans la chapelle, dans le cadre du festival Holocène. Et en fait, c'est en gardant des échanges, on parlait de mutualiser un peu les énergies culturelles dans le territoire. On en est venu à cette réflexion et l'envie mutuelle de proposer un événement nouveau, avec un format particulier, puisque les musiques électroniques sont souvent présentes sur des formats tardifs, sur du minuit 6 heures. Et les jardins du musée dauphinois, qui est un lieu magnifique, tout autant que l'intérieur, en fait... c'était l'occasion peut-être de présenter sous un format de festival des DJ, amener un public et faire ce croisement en fait entre un lieu et une proposition en style musical qui n'est pas forcément la plus évidente,
en général. Voilà. C'est un événement, Olivier, qui a vocation à devenir pérenne ou c'est un coup pour marquer les 400 ans du bâtiment? Alors, voilà 2 ans que nous y travaillons, avec effectivement beaucoup de contacts avec le Périscope, avec Isère Tourisme, qui est aussi l'un des acteurs de ce projet. On espère aussi, en fonction de la météo, que Vous aussi, hein? oui, puisque c'est un événement en plein air, donc que le succès sera au rendez-vous, que la météo ne va pas trop nous contrarier. Compte tenu de l'investissement, c'est un événement qu'on a pensé dans la durée, qui nous paraît vraiment intéressant pour changer l'image que peut avoir un musée en général, c'est-à-dire un lieu de patrimoine, en l'occurrence un lieu qui est imprégné par plusieurs siècles d'histoire, et de jouer sur une forme de décalage avec une invocation de la musique actuelle. Voilà, donc on espère effectivement qu'il aura quelques années devant lui, et que c'est une première édition et pas la dernière. Robin, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter dans ce lieu chargé d'histoire vendredi et samedi? Alors du coup, il y a une sélection de DJ locaux, nationaux, voire internationaux qui sont tous français. Donc on a 2 esthétiques proches mais un peu différentes du coup en fonction des jours. Le vendredi, on a l'équipe d'un label qui s'appelle Ed Banger, qui est un label qui est très connu français, qui s'est exporté avec des artistes comme Justice. On a Buzzy P qui est l'ancien manager des Daft Punk. Donc c'est des références au niveau international là-dessus. On a Breakbot qui fait de la house mais un peu pop, qui a eu notamment une de ses chansons passées dans la bande originale du film Police. On a Mid qui est un artiste qui fait des productions un peu croisées entre de la pop et de la house. Et après on a Bernadette et Morgan qui sont des DJ locaux du collectif The Dare Night, qui est un collectif qui est très actif sur la scène grenobloise, qui propose énormément d'événements gratuits, payants, mais sur différents formats, donc très intéressants sur le dynamisme et l'éducation culturelle sur les musiques électroniques. Et le samedi, on a donc Agoria, qui est un personnage qui est international, qui s'est beaucoup investi sur la scène d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est lui qu'on voit là sur ces images. Voilà, donc il est né en Isère, mais c'est lui qui a participé à la création du Festival des Nuits Sonores notamment. Donc on est très content de l'accueillir. On a Dombrance, qui est un artiste qui offre depuis une quinzaine d'années sur la scène, mais qui n'a pas la notoriété qu'il mérite et qui fait un live qui est très 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 dansant. Voilà, et après on a MC Bach, qui est un artiste émergent parisien, et Thomas Villard, qui est un acteur très 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 dynamique, mais plus dans l'ombre autant en tant qu'organisateur que DJ sur la scène lyonnaise et grenobloise. 18h minuit, vous arrêtez un peu tôt pour de la musique électro parce qu'il y a le voisinage, c'est ça On l'avait pas pensé comme ça. On s'était dit que minuit, c'était effectivement un bon horaire. Ça nous permettait déjà de belles sessions musicales qui n'avaient pas vocation à perdurer dans la nuit. On commence relativement tôt. Donc c'est déjà bien. Essayons sur ce format-là, qui non plus n'est pas très inhabituel. Hein. Enfin, il y a déjà des festivals qui jouent sur cet horaire. C'est ça. Et puis on parle de 6 heures de musique. C'est le format qu'il y a sur des minutes 6 heures. L'idée, c'est qu'il y a plus de personnes qui apprécient la musique électronique qu'on ne le pense. C'est juste que les formats ne sont pas forcément adaptés, notamment quand on pense à des jeunes parents qui n'ont pas forcément les mêmes minuit pour commencer à... Voilà, donc c'est aussi la possibilité de donner accès à de la musique électronique sur un format qui est moins évident, mais peut-être plus accessible sur les beaux jours, en plus, et en extérieur. Et puis, l'avantage pour moi, bien connaître, non pas les musiques électroniques, mais le site, c'est qu'entre 18h et 22h au mois de juin, on profite du coucher de soleil sur l'Aglo et sur Beldon, et ça aussi, ça vaut le coup de marier la musique et le paysage. Donc vendredi 14 et samedi 15 juin seront par contre les seuls jours de l'année où il faudra payer pour entrer au musée dauphinois. L'événement est payant. Le tarif est quand même relativement modique. Ouais, c'est 20 € je tiens à le souligner, compte tenu du plateau artistique. Il y a quelques événements dans l'année qui sont payants par ailleurs, mais c'est vrai que l'entrée du musée est libre et la plupart des événements sont gratuits. Je tiens à préciser que c'est un événement aussi qui est porteur de la marque de territoire Alp'Isère, qui nous paraissait aussi intéressant de ce point de vue, comme premier événement culturel de cette marque, car tous les aspects le rapportent à ce territoire. Les organisateurs, le site lui-même, le plateau artistique. Robin le rappelait, beaucoup de ces artistes ont un lien avec notre région, sinon l'Isère. Et puis des à côté, des produits à manger et à boire, ça tombe bien, on va en parler, qui eux-mêmes sont directement issus de ce territoire. Voilà.
des produits du terroir et peut-être aussi des bouteilles de chartreuse, parce que c'est quand même une des boissons dont on est fier quand on habite la région. Et si jamais vous êtes à court de boissons pendant la soirée, il suffira d'ouvrir une porte et de taper dans le stock de l'expo qui est en cours en ce moment, qui s'appelle l'ivresse des sommets. Bon, je ne sais pas si ce sera bien vu de la part de la direction, mais bon. C'est pas très autorisé. Non, c'est pas très autorisé. Chantal, c'est vous qui êtes la commissaire de cette expo qui a démarré il y a quelques semaines. Eau de vie, liqueurs et autres breuvages des Alpes sont à l'honneur. C'est pas banal d'ailleurs de retracer l'histoire d'un territoire à travers de boissons alcoolisées. Oui, parce que c'est aussi un patrimoine identitaire. Alors là, on dépasse un petit peu l'Isère, même si elle est majeure sur toutes les productions. Vous parliez de la Chartreuse, mais il y a Chéry, Rocher, il y a Bigalet, il y a tant d'autres. Et là, on est allé jusqu'au Savoie parce que tout cet héritage, tous ces savoir-faire se rapportent aussi à la montagne, puisque 4 siècles de fabrication de ces breuvages, de ces premiers alcools qui étaient d'abord des médicaments, des médecines, et puis qui sont devenus des boissons d'agrément. Elles ont quitté l'apothicairerie des monastères pour certaines pour arriver dans le verre du gastronome, de l'amateur. Donc c'est une très longue histoire, c'est une histoire culturelle, c'est un patrimoine industriel, c'est un food studies, comme disent aussi les ethnologues et les sociologues qui travaillent sur l'alimentation. Donc c'est extrêmement riche et on a pris aussi la mesure de la préparation de cette exposition où il y avait une diversité de petites sociétés jusqu'aux grandes sociétés industrielles qui produisent des boissons qui dépassent vraiment largement les frontières des Alpes. La chartreuse, que vous savez que Tarantino l'a bien promue au travers du film Boulevard de la Mort et qui maintenant a touché aussi une certaine jeunesse parce que c'était des liqueurs pour certaines un petit peu vieillottes, mais les nouvelles pratiques aussi de la mixologie, des bars à cocktails relancent aussi ces productions ainsi que les sports d'hiver, le génépi et notamment, mais on s'aperçoit, on a présenté dans la petite introduction de l'exposition des contenants d'alcool et ça va de pichets ou de gourdes qui ont accompagné des alpinistes à des sommets jusqu'à des bâtons de ski qui permettent d'emmener son génépi sur les pistes. Il y a un siècle ou deux, la réglementation envers l'alcool était beaucoup moins contraignante, voire inexistante. Est-ce qu'on buvait plus à l'époque? Ça faisait plus partie, on va dire, du quotidien des habitants de la région? Oui, et surtout dans les populations rurales. On a beau dire que les jeunes boivent aujourd'hui, mais on buvait beaucoup plus avant. Mais si la consommation d'alcool en général baisse, la consommation des spiritueux reste stable. Et donc c'est d'autres façons de boire aujourd'hui. Donc là, nous ne parlons dans l'exposition que des alcools forts, que des alcools distillés. On n'aborde pas le vin ou les boissons fermentées comme la bière ou le cidre. Donc c'était intéressant de voir aussi toutes ces pratiques, parce qu'on voit aussi des comportements générationnels. On voit l'évolution et vous parliez aussi de la réglementation. Bien sûr, dès la fin du 19e siècle, on est sensibilisé à l'alcoolisme qui est mieux connu et qui est une maladie étudiée par les médecins. Et la première ligue anti-alcoolique va permettre d'interdire l'absinthe, qui était l'alcool le plus roi et le plus populaire, mais qui a fait beaucoup de ravages à cause de cette fameuse molécule de tuyonne qui rendait fou. Et on s'est aperçu qu'il y avait une multitude de fabriques d'absinthe en Isère. On en a trouvé partout. Donc toutes ces découvertes ont été extrêmement intéressantes. Et un des éléments les plus visuel dans l'exposition, c'est bien sûr cette collection d'affiches qui a été rassemblée pour la première fois grâce aux collections du musée dauphinois, bien sûr, aux collections départementales, mais aussi à des collections privées. Et donc ça a permis de rassembler des visuels, de voir aussi que tous ces producteurs faisaient appel aussi à des illustrateurs grandement reconnus en France. Il paraît que la Mure détenait le record du nombre de bars par habitant en 1938. Donc voilà. Effectivement, notre région est pas en reste sur le domaine.
On déguste pas, hein. On regarde, mais... Alors, on regarde et on peut sentir aussi. Il y a dans l'exposition un couloir des senteurs avec des petits dispositifs olfactifs. Vous pourrez faire la différence entre le génépi, la gentiane, la vulnéraire, les cerises pour le kirsch également. Et par contre, il y a une programmation assez importante. Chaque mois, il y a un producteur qui est invité et on a organisé des visites dégustées où on fait la visite de l'exposition et puis ensuite on déguste. Et donc mercredi prochain, c'est avec la société Bigalet, on pourra déguster des sirops, mais aussi des liqueurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, Bigalet, ils font plutôt des sirops oui, mais aussi des aromatisés. Mais aussi donc il y en aura pour tous les goûts. Vous parliez d'alcool fort, c'est quoi le degré minimum pour rentrer dans cette catégorie? 45 degrés. Ah oui, donc forcément, oui. C'est sûr, il ne faut pas en abuser. Juste un petit point, moi, qui me tenait à cœur sur ce sujet. Comment on fait rentrer cette fameuse vipère qu'on retrouve dans l'alcool de montagne, dans la bouteille? On la voit là en image. Voilà, on était très étonnés parce que c'est des pratiques qui officiellement sont interdites puisqu'il y a la protection des reptiles depuis 1979. Oui, il est peut-être bien là dans cette bouteille. Donc voilà, on nous a proposé pas mal de vipérines. Et dans l'exposition, il y a même une couleuvre et une vipère. Alors c'est un secret, mais on sait qu'il faut attraper la vipère et lui mettre la tête quand elle est vivante puisqu'il faut qu'elle crache le venin dans l'alcool pour garder toutes les vertus. Très bien. Bon, vous avez déjà goûté, Olivier, la vipérine? Je n'ai pas essayé. La pratique me paraît un peu barbare, mais on a voulu quand même la rappeler dans l'exposition. Bon, ben voilà. Alors c'est à voir et à consommer là, pour le coup, sans modération. Il y a un livret qui accompagne l'ivresse des sommets. Elle est jusqu'à quand cette expo? 29 juin 2020. Voilà. Donc encore une bonne année pour la découvrir, avec beaucoup de rendez-vous dont parlait Chantal Spielmaker. Oui. L'alcool a le temps de mûrir, on va dire, voilà, de vieillir. dans les couloirs du musée dauphinois. Et puis je rappelle qu'il y a pas mal d'autres expos en cours également. On avait parlé longtemps beaucoup des Jeux Olympiques ici. L'exposition sur les Jeux Olympiques est toujours présente jusqu'au mois d'octobre. Le musée dauphinois, vous le savez, est très attaché à ce territoire, à l'Isère en particulier, puisqu'il est un musée départemental, mais on sort régulièrement avec une exposition sur le Japon, dont ce sont les derniers jours. Donc je vous invite vraiment à aller la découvrir ou la redécouvrir. Des samouraïs au kawaii, pour évoquer aussi la cool culture japonaise qui a envahi la société occidentale, dans un mouvement pacifique évidemment. Et voilà, donc cette exposition que nous avons conçue avec le musée des Confluences, qui est encore visible pendant quelques jours. Très bien. Merci en tout cas à tous les quatre. J'espère que la météo sera avec nous, avec vous. Et on se quitte nous, avec quelques notes de Breakbot. Robin en parlait avec son tube Baby I'm Yours qui ouvrira donc le festival vendredi soir au musée dauphinois. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.